Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Lucie Kabeda et Steve Niungeko sont respectivement à la manette et à la prise d'image. Bonsoir amis fidèles de la RPA, bienvenue au magazine Humura Burundi de ce jeudi 10 décembre 2020, dont voici les principales articulations. Les autorités burundaises ne devraient pas crier victoire car aussi longtemps que des violations des droits de l'homme persisteront, elles resteront sous la surveillance de la communauté internationale. C'est en substance la réaction du représentant de l'organisation Defend Defenders en ce jour où le monde célèbre la Journée internationale des droits de l'homme. Perturbation des activités scolaires à l'Ecoforuzira de la commune Matana suite à la destruction des salles de classe occasionnées par les fortes pluies qui s'y sont abattues ces derniers jours. Comme conséquence, les élèves sont obligés de se relayer pour passer les examens vu que les salles leur prêtées par l'église Pentecôte de la place sont insuffisantes. Dans ce magazine, nous parlerons également sport où la Fédération burundaise de football vient d'être taxée de $10 000 d'amende de la part de la CAF pour violation des gestes barrières contre la Covid-19. C'était lors du match qui a opposé en novembre dernier le Burundi à la Mauritanie. Voilà pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Débutons ce magazine par cette page sécuritaire où une personne a été tuée par balle la nuit dernière en zone urbaine d'Ongagara dans la municipalité de Bujumbura. La victime était une sentinelle à un endroit communément appelé Kuigarage, situé au quartier 1. Des sources sur place indiquent que les auteurs de ce meurtre seraient des bandits qui n'ont pourtant rien volé sur place. La police les en aurait empêchés, précise toujours nos sources. Et en page droit de l'homme, un prêtre du nom de Pierre Nolasque Mulengiranwari a été arrêté par des agents de la documentation la nuit de ce mercredi à l'aéroport international de Bujumbura, Melchior Ndadaye. Il a été appréhendé vers 21h sur le point de prendre un vol de Brussels Airlines à 22h. Le prêtre Pierre Nolasque Mulengiranwari exerce son service au diocèse de Kibungo au Rwanda. Les informations qui nous parviennent indiquent qu'il a été conduit au service national des renseignements en mairie de Bujumbura, mais jusqu'à présent, les raisons de son arrestation ne sont pas encore connues. Et les droits de l'homme toujours lors de la publication du 4e au siège des Nations Unies à Genève au mois de septembre. Doudou Diène, président de la commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi, a précisé que peu de changements positifs en matière de respect des droits de l'homme a été constaté depuis l'entrée en fonction du président Évariste Ndayishimiye. L'espace démocratique reste très restreint, l'impunité persiste et rien n'indique que le niveau des violations des droits de l'homme est diminué sous le nouveau gouvernement, a déclaré Doudou Diène. Ce dernier a ajouté qu'au contraire, certaines personnes soumises à des sanctions internationales pour leur responsabilité présumée dans des violations des droits de l'homme en 2015 ont plutôt été nommées à des postes de responsabilité dans l'administration Ndayishimiye. Le dernier rapport de la commission fait donc état de graves violations des droits de l'homme commises dans le contexte des élections de 2020, y compris des exécutions sommaires, des détentions et arrestations arbitraires, des tortures et des violences sexuelles. Il s'agit d'un rapport basé sur plus de 1500 témoignages recueillis depuis le début des travaux de la commission, dont plus de 300 en 2020, a signalé la commission d'enquête. Et une famille de la colline Gahinda, commune Burambi, en province Rumongue, est sous menace et persécution du chef de colline. Les voisins de cette famille révèlent que ce chef collinaire, en collaboration avec des Imbonerakure, mène sans cesse des attaques contre les ménages de cette famille. Une famille qui doit coûte que coûte déménager de cette colline, a juré le chef de colline. Les détails avec Vicky Chris Ninheretz. La famille est persécutée
et de feu René Hichuburundi. Les membres de cette famille sont persécutés par Hatungimana, le chef de la colline Gahinda. Les voisins de cette famille indiquent que ce chef collinaire menace cette famille depuis longtemps. Ce mercredi, cet administratif à la base, en compagnie de certains Imbonerakure, ont attaqué le ménage de cette famille. Son voisin témoigne. Ce chef collinaire Hatungimana est venu avec des Imbonerakure munis des gourdins. Ils ont attaqué le ménage de cette famille hier soir, arguant qu'ils veulent fouiller tout le ménage. Ceux qui étaient là ont refusé que leur maison soit fouillée. Ce chef collinaire leur a remis une quittance de 200 000 francs burundais d'amende sans leur signifier le motif. Ce qui est étonnant de la part d'un chef collinaire. Les mêmes sources font également savoir que les agressions menées par ce chef collinaire contre cette famille sont devenues monnaie courante. Le mois de septembre dernier, des Imbonerakure accompagnés par ce chef collinaire ont attaqué ce même ménage et ont fouillé tout le ménage, mais ils n'ont rien trouvé. Le 22 novembre dernier, dans une localité appelée Kumungaranzura, ce chef collinaire a dit dans une réunion qu'il fera tout pour que cette famille quitte cette colline. Selon les voisins, le motif de toutes ces persécutions reste inconnu et la famille a déjà déposé plainte à la police judiciaire de la commune Burambi. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre Hatungimana, chef collinaire de Gahinda, mais sans succès. Certains administratifs dans la commune Burambi indiquent qu'ils ne sont pas au courant de cette persécution et ont promis de suivre de près cette situation. Vicky Chris Ninhelitsi clôture ce jeudi de la campagne des 16 jours d'activisme dédiés à la lutte contre les violations basées sur le genre. Une occasion qui a été saisie par les représentants des réfugiés urbains vivant au Rwanda pour rappeler plutôt les femmes et les filles en général à dénoncer les violences dont elles sont souvent victimes. Quant à l'ONG Alight qui a organisé cet événement, elle a exhorté les réfugiés à faire de leur foyer des endroits paisibles, exempts de toutes sortes de violences, en l'occurrence celles basées sur le genre. Le point avec Marie-Ange Irakoze. La clôture des 16 jours d'activisme de lutte contre la violence basée sur le genre a été marquée par le discours des responsables de l'ONG Alight, une des organisations chargées d'écouter et assister les personnes qui ont subi cette violence. C'est cette même organisation qui a organisé cette activité. Les participants dans ces cérémonies ont eu l'occasion d'échanger sur les différentes sortes de violences basées sur le genre. Et Bengo Angelo, secrétaire du comité des réfugiés urbains à Kigali, a quant à lui exhorté les réfugiés de dénoncer sans cesse toutes sortes de violences. Pour ces 16 jours d'activisme de lutte contre la violence basée sur le genre, selon les thèmes de cette année, je voudrais donner un message à tous les réfugiés de s'imprégner de lutter contre toutes sortes de violences basées sur le genre. Alors nous voulons donner un message fort aux réfugiés de lutter contre cette pandémie de la violence basée sur le genre. Les participants ont aussi salué cette activité au cours de laquelle ils ont été au courant des mécanismes de gestion de ces violences afin de couper court contre leur propagation. Karine Ndaishimiye a pris part à ces cérémonies. En tant que femme, je vais aider d'autres femmes à connaître que les violences basées sur le genre constituent un danger pour le pays, l'entourage et le monde, car ces violences ne se produisent pas seulement au Rwanda ou en Afrique, elles se produisent partout. Pour bannir les violences basées sur le genre, chaque femme doit prendre ses responsabilités. Si elle prend connaissance d'un cas de violence basée sur le genre, elle doit le dénoncer et dire à la victime qu'elle a des droits qui la protègent et qui la permettent de parler ouvertement des violences qu'elle a subies. À toutes les femmes, osons parler et nous serons à mesure de guérir de nos blessures, de guérir notre pays et le monde entier. L'atelier d'échange et de lutte contre les violences basées sur le genre a été également une occasion d'être informé des droits des jeunes. Marlène Chimirimana, l'une des jeunes actrices de film, elle prône la sensibilisation d'autres jeunes pour qu'ils sachent leurs droits. On nous a appris quels sont les droits de chaque personne humaine, notamment les droits de la fille, les droits de la femme, etc. et comment les faire valoir. Cela nous a été d'une grande importance car, par exemple, il y a des droits que je ne connaissais pas moi-même auparavant, des droits qui peuvent me protéger ou protéger les autres jeunes. Maintenant, ce que je vais faire, c'est sensibiliser les autres jeunes à travers des pièces de théâtre car je suis actrice. Il y a beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas leurs droits. Par conséquent, ils ne savent
savent pas les instances qu'ils peuvent saisir une fois que leurs droits ont été violés. D'autres encore ne peuvent pas dénoncer les abus dont ils ont été victimes car ils ont peur d'être marginalisés dans la société. Vous saurez que plus de 10 000 cas de violence ont été répertoriés par cette organisation Alight au cours de cette année de 2020. Le 10 décembre de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale des droits de l'homme. Cette journée arrive au moment où la situation des droits de l'homme au Burundi est très précaire, et ce depuis un certain temps. Durant cette année en cours, différents crimes ont été commis et nombreux ont été documentés pendant le premier trimestre du régime du président Évariste Ndayishimiye, du moins selon les rapports de différentes organisations burundaises de défense des droits de l'homme. Et parmi ces crimes, des assassinats et des enlèvements, plus de 350 personnes ont été tuées et plus de 50 autres enlevées cette année de 2020. Le point avec Emmanuel Niongeko. Le phénomène de corps sans vie de personnes est découvert dans différentes localités du pays, dans les lacs et rivières, les uns décapités, d'autres les bras liés dans le dos ou emballés dans des sacs, s'est accentué depuis les premiers 100 jours du règne du président Évariste Ndayishimiye. Il en est de même pour des gens qui ont été enlevés par des éléments de la police en pleine journée au vu des témoins. Jusqu'à ce 10 décembre 2020, la coalition burundaise de défenseurs des droits humains a documenté 368 cas de personnes assassinées dans des circonstances différentes. Nombreux de ces cas ont été observés juste depuis la mise en place de nouvelles institutions issues du processus électoral. Pourtant, l'annonce de l'élection du président Ndayishimiye avait suscité de vains espoirs dans les milieux de certains observateurs et analystes sur la situation du Burundi et les organisations de la société civile. Ces différents rapports datant de ce 10 décembre 2020 montrent que parmi les 368 personnes tuées, 278 parmi elles ont été assassinées depuis l'investiture du président Ndayishimiye. Les victimes sont essentiellement constituées par des membres du parti CNL, les anciens militaires ex-FAB, ainsi que des jeunes gens de la composante sociale Tutsi. Les Imbonerakure, milices du parti CNDD-FDD, des agents du corps de sécurité, ceux du service national des renseignements et certains administrateurs sont pointés du doigt comme étant des présumés auteurs de la plupart de ces crimes. Depuis le début de l'année jusqu'à ce mois de décembre 2020, les organisations de la société civile ont pu répertorier 59 cas d'enlèvement suivis parfois d'assassinats ou de disparitions forcées, particulièrement dans les provinces de Bujumbura et Kirundo. Le modus operandi consiste à arrêter les victimes et à les embarquer à bord des véhicules aux vitres teintées. Ce type de véhicules ainsi que le mode opératoire sont une signature redoutée des agents du service national de renseignement. Les personnes enlevées ne sont pas retrouvées par leurs familles malgré de nombreuses recherches dans des lieux connus de détention. Merci à toi Emmanuel Niongeko. Les tortures et les arrestations arbitraires constituent aussi d'autres actes de violation des droits de l'homme commis cette année. 182 cas de torture et 821 cas d'arrestation arbitraire ont été relevés les 11 premiers mois de 2020. Les enquêtes menées montrent que ces violations ont été commises durant la période électorale et celle qui a suivi les attaques rebelles du mois d'août dernier. Les détails avec Clovis Nyonzima. L'année 2020 a été caractérisée par les violations des droits de l'homme de tout genre, parmi cela les actes de torture, les arrestations et détentions arbitraires. Ces violations des droits de l'homme ont commencé à s'intensifier en période de campagne électorale avant les élections de mai 2020. Depuis donc l'enrôlement des électeurs, des arrestations et détentions arbitraires dirigées contre les observateurs des partis politiques se sont étendues sur toute la période électorale et les mandataires des partis politiques sont devenus à leur tour la cible d'arrestations arbitraires. Après le triple scrutin, ces arrestations ont été redirigées contre les candidats aux élections collinaires dans le but de les contraindre à retirer leur candidature. Des arrestations qui n'ont jamais cessé même après les élections car, avec l'attaque attribuée à des rebelles vers la fin du mois d'août dernier dans différentes provinces du pays, plusieurs personnes dont la plupart sont des membres du parti CNL ont été arrêtées arbitrairement, accusées de collaborer avec les rebelles. À cela s'ajoutent les arrestations injustes des Banyamulenge qui ont eu lieu au mois d'octobre dernier en province Gitega. Les autres violations observées au cours de cette période documentée par différentes organisations de la société civile sont en rapport avec la torture,
Les actes de torture ont été commis par les Imbonerakure, des agents de la police et du service national des renseignements. Ces actes étaient fondamentalement dirigés contre des membres et des mandataires du parti CNL avant, pendant et après les élections de 2020. Les différentes organisations de la société civile, dans les rapports sur l'évolution des droits de l'homme au Burundi, ont relevé 182 cas de torture durant la période de 11 mois depuis janvier 2020. Parmi ces cas de torture figurent des femmes dont une a fini par avorter suite au coup reçu, tandis que d'autres victimes ont été hospitalisées à cause des côtes cassées. Au cours de cette période, ces organisations ont recensé aussi 821 personnes arrêtées arbitrairement, dont la majorité sont des membres du parti CNL. Clovis Nyunzima, cette situation serait alors due au fait que les autorités issues du CNDD-FDD n'ont pas su ajuster leur comportement du maquis et adopter la cohabitation avec d'autres Burundais, d'où leur pouvoir est caractérisé par de graves violations des droits humains. C'est du moins l'analyse de maître Janvier Bigilimana. Ce défenseur des droits de l'homme ajoute que l'inaction de la justice burundaise face à cette situation est due au fait que la justice a été affaiblie par le CNDD-FDD dès son accession au pouvoir. Suivez Maître Janvier Bigilimana. Il est d'une évidence notoire que la violation des droits humains au Burundi constitue une triste réalité qui continue à s'empirer, notamment depuis 2015. Les causes sont multiples. Nous pensons notamment au fait que les dirigeants actuels du Burundi sont des ex-rebelles qui ne sont pas parvenus jusqu'ici à comprendre qu'après 15 ans qu'ils sont passés au pouvoir, ils devraient rompre avec les pratiques du maquis où prévalait la loi du plus fort. Aujourd'hui, on observe des violations massives et une intolérance accrue par rapport aux opposants politiques et aux autres personnes qui expriment des idées qui seraient contraires à celles du parti au pouvoir. Nous constatons également un autre aspect, c'est que la mauvaise gouvernance économique et politique qui s'est installée au Burundi s'est tellement empirée de sorte que les répressions sanglantes qui se sont opérées contre les manifestants de 2015 et autres opposants au régime ont fait que le régime en place perde sa légitimité, sa crédibilité auprès de la population. Et bien, pour tenter de maintenir le pouvoir coûte que coûte, ce régime essaie de tout faire pour ériger la terreur en mode de gouvernance, et cela a comme impact que les violations des droits de l'homme continuent à se faire entendre au Burundi. En ce qui concerne la justice, le constat est amer parce que c'est une justice qui est tellement tétanisée, qui est incapable d'œuvrer au secours des victimes. C'est une justice qui travaille sous le joug de l'exécutif. L'autre aspect qui est marquant et qui est navrant, c'est que cette justice est devenue plutôt un instrument de répression que l'exécutif utilise à sa guise contre les droits et libertés des citoyens. Donc, pour mon résumé, non seulement le pouvoir judiciaire qu'on a au Burundi ne parvient pas à protéger la population, mais aussi il participe dans la répression de la population, ce qui veut dire que le régime en place a tout fait pour que ce pouvoir judiciaire ne puisse pas être fonctionnel, ne puisse pas être à même de réprimer les grands abus qui se commettent contre la population. Maître Janvier Ibigilimana. Et malgré cette situation dénoncée par les organisations de défense des droits de l'homme nationale et internationale, la communauté internationale commence à lever les mesures qu'elle avait prises contre le Burundi suite à ces violations graves des droits humains. Nicolas Agostini, représentant de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme Defenders auprès de l'ONU, qualifie cette étape de nouveau format visant à trouver un cadre de dialogue. L'activiste des droits de l'homme estime toutefois que le gouvernement burundais ne devrait pas s'illusionner en prenant cette étape pour une victoire décroché d'office, mais devrait plutôt prouver qu'il est digne de ce pas franchi par la communauté internationale. Suivi.
Je crois qu'il y a une volonté de la communauté internationale d'ouvrir un canal de dialogue un petit peu différent, tout en maintenant une attention et une pression sur le Burundi quant à la question des droits de l'homme. C'est un format un petit peu différent qui va être utilisé maintenant. C'est quelque chose qu'on a vu pour d'autres États qui ont connu une crise politique et des droits de l'homme qui menaçait la stabilité régionale. Au bout d'un certain nombre d'années, c'est vrai que le Conseil de sécurité a tendance à passer à quelque chose d'autre, c'est-à-dire un autre format, à essayer de rouvrir des canaux de dialogue. Ça ne veut pas dire que la communauté internationale considère que tout va bien au Burundi. On l'a vu en octobre dernier, la communauté internationale, via le Conseil des droits de l'homme, a renouvelé à une très large majorité le mandat de la commission d'enquête sur le Burundi. La tension, elle demeure, mais en tout cas, il y a une tentative de rétablir un dialogue et d'avancer avec les autorités burundaises vers une résolution de la crise. Dans un sens, la balle est renvoyée dans le camp des autorités burundaises qui doivent maintenant démontrer qu'elles méritent le changement d'approche de la communauté internationale. Le Conseil de sécurité considère par ce geste qu'il n'y a plus de risque immédiat d'embrasement régional, mais ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il considère que tout va bien. Donc il faudra que les autorités burundaises fassent preuve, elles aussi, d'une volonté d'avancer. Je pense qu'elles ne peuvent pas continuer à être sur la même ligne, de dire que la crise est terminée et que la seule chose dont le Burundi a besoin est d'aide au développement. Il y a des sanctions qui demeurent contre le Burundi et contre des responsables burundais. L'aide ne va pas reprendre comme ça du jour au lendemain. Il y a un certain nombre de conditions qui doivent être remplies, notamment ce qui concerne l'aide de l'Union européenne. Le Burundi aurait tort de crier victoire fort parce que si la situation des droits de l'homme ne s'améliore pas, le Burundi est susceptible de revenir à un moment donné à l'agenda régulier du Conseil de sécurité, tout comme il demeure à l'agenda régulier du Conseil des droits de l'homme. Le Conseil de sécurité le considérera maintenant dans le cadre de rapports régionaux et il demeure un pays qui mérite l'attention du secrétaire général. Nicolas Agostini considère également que la surveillance du Burundi par la communauté internationale pendant ces 5 dernières années a empêché que la situation ne s'empire. Encore une fois, Nicolas Agostini. Je crois qu'il y a une volonté de la communauté internationale d'ouvrir un canal de dialogue un petit peu différent, tout en maintenant une attention et une pression sur le Burundi quant à la question des droits de l'homme. C'est un format un petit peu différent qui va être utilisé maintenant. C'est quelque chose qu'on a vu pour d'autres États qui ont connu une crise politique et des droits de l'homme qui menaçait la stabilité régionale. Au bout d'un certain nombre d'années, c'est vrai que le Conseil de sécurité a tendance à passer à quelque chose d'autre, c'est-à-dire un autre format, à essayer de rouvrir des canaux de dialogue. Ça ne veut pas dire que la communauté internationale considère que tout va bien au Burundi. On l'a vu en octobre dernier, la communauté internationale, via le Conseil des droits de l'homme, a renouvelé à une très large majorité le mandat de la commission d'enquête sur le Burundi. La tension, elle demeure, mais en tout cas, il y a une tentative de rétablir un dialogue et d'avancer avec les autorités burundaises vers une résolution de la crise. Dans un sens, la balle est renvoyée dans le camp des autorités burundaises qui doivent maintenant démontrer qu'elles méritent le changement d'approche de la communauté internationale. Le Conseil de sécurité considère par ce geste qu'il n'y a plus de risque immédiat d'embrasement régional, mais ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il considère que tout va bien. Donc il faudra que les autorités burundaises fassent preuve, elles aussi, d'une volonté d'avancer. Je pense qu'elles ne peuvent pas continuer à être sur la même ligne, de dire que la crise est terminée et que la seule chose dont le Burundi a besoin est d'aide au développement. Il y a des sanctions qui demeurent contre le Burundi et contre des responsables burundais. L'aide ne va pas reprendre comme ça du jour au lendemain. Il y a un certain nombre de conditions qui doivent être remplies, notamment ce qui concerne l'aide de l'Union européenne. Le Burundi aurait tort de crier victoire fort parce que si la situation des droits de l'homme ne s'améliore pas, le Burundi est susceptible de revenir à un moment donné à l'agenda régulier du Conseil de sécurité, tout comme il demeure à l'agenda régulier du Conseil des droits de l'homme. Le Conseil de sécurité... Nous nous excusons pour ce son qui est revenu à 2 reprises. Nous allons peut-être y revenir si le temps nous le permet. Les propos de Nicolas Agostini ont été recueillis par notre confrère Trésor Niungabo. Une courte pause et nous abordons la page gouvernance de ce magazine. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwachu, Agnès Ndirusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Harerimana, en détention depuis le 2 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste.
Les syndicats SINAPA et CNTS s'insurgent contre la corruption et le favoritisme qui gangrènent le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Lors d'un point de presse animé samedi dernier, les responsables de ces syndicats ont reproché au ministre de la Santé publique de promouvoir la culture de la mauvaise gouvernance, manifestée surtout via la mise en place d'une réglementation interne au ministère qui est discriminatoire vis-à-vis des cadres non médecins. Le point avec Onésime Douchimaguiz. Les syndicats du secteur de la santé, SNAPA et SNTS, dénoncent l'ingérence des pouvoirs publics dans l'organisation et le fonctionnement des syndicats. Ils reprochent au ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida de mener des actes de démantèlement des syndicats SNAPA et SNTS au profit du syndicat SNAPS. Pour les responsables des syndicats SNAPA et SNTS, le ministre Tadeu Ndikumana veut également promouvoir la culture de la mauvaise gouvernance à travers la mise en place d'une réglementation discriminatoire vis-à-vis des cadres non médecins du ministère de la Santé publique. Nous trouvons que le ministre de tutelle l'a fait pour salir les bonnes œuvres des syndicats actifs et se la haine au sein des différentes catégories personnelles de son secteur pour arriver à les diviser afin de promouvoir la culture de la mauvaise gouvernance manifestée à travers la mise en place d'une réglementation interne au ministère qui est discriminatoire vis-à-vis des cadres non médecins, comme si l'administration des services de santé est uniquement réservée aux seuls médecins. Les responsables des syndicats SNAPA et SNTS doivent préciser qu'ils soutiennent le gouvernement du Burundi dans sa politique de tolérance zéro et réaffirment leur engagement et détermination à dénoncer toute tentative de mauvaise gouvernance qui sera portée à leur connaissance. Melance Hakizimana, président du syndicat SNAPA, rappelle au public que cette vigilance face à la mauvaise gouvernance est la principale source de toutes ces manœuvres de leur démantèlement et émet des propositions pour contribuer de nouveau au développement durable et inclusif du Burundi. Au gouvernement, promouvoir une politique visant l'éradication de la culture d'impunité à l'endroit de toute personne auteur de malversation dans tous les secteurs et surtout les autorités publiques qui sont censés de servir de modèle à leurs subalternes, puisque ne pas les punir expose et décourage les dénonciateurs. Secondo, faire des enquêtes profondes sur les ouvertures illicites des pharmacies, les engagements et limitations du personnel de la santé. Veiller au respect des normes dans les ouvertures des formations sanitaires, les écoles de la santé et le fonctionnement. Les syndicats SNAPA et SNTS demandent au ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida de s'abstenir de s'ingérer dans la gestion et le fonctionnement des syndicats et de respecter et de faire respecter la Convention 87 de l'OIT sur la liberté syndicale. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Tadeu Ndikumana, le ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida. Merci à toi, Onésime Douchimaguiz. Gouvernance toujours, le président de la République lance un appel au Burundais de changer de mentalité pour entrer en compétition avec la communauté des pays de l'Afrique de l'Est. Propos tenus ce jeudi lors d'une évaluation des réalisations depuis l'intégration du Burundi dans cette communauté. Évariste Ndayishimiye signale que le pays ne peut en aucun cas se développer tant qu'il existe toujours des gens qui veulent percevoir des salaires sans qu'ils aient travaillé. Suivi. Muri EAC harimwo abadandaji bahabona, hariho abazi kurondera ifaranga. None twebwe abarundi tuzoba abakozi ryari, tuzoba Au sein de l'EAC, il y a des commerçants très compétents qui savent chercher de l'argent. Pour nous les Burundais, quand serions-nous des travailleurs aussi compétents? Quand est-ce que nous saurons chercher de l'argent? Sachez qu'on ne peut rien gagner sans travailler. Ailleurs, le gouvernement intervient pour aider ceux qui travaillent et font entrer des fonds dans les caisses de l'État. Si par exemple, nous décidons d'harmoniser les salaires avec ces deux autres pays de l'EAC, où est-ce que l'État trouverait cet argent? Les Burundais veulent consommer sans travailler. Chez nous, au Burundi, nous voulons seulement obtenir des postes pour enfin croiser les bras et percevoir des salaires. Ce sont des mentalités avec lesquelles il faut couper court. Sachez que nous avons intégré cette communauté de l'Afrique de l'Est pour que nous soyons bénéfiques et vice-versa. On ne fait que se lamenter alors que nous ne contribuerons à rien. Qu'est-ce que nous vendons dans cette communauté? Nous sommes plutôt devenus leur marché. Changeons de comportement et cessons de se lamenter. Nous sommes conscients de l'intelligence des autorités.
Comment voudriez-vous qu'une personne non qualifiée dirige une entreprise et ainsi compter à engager une compétition au sein de la communauté? Non, il est plutôt le devoir des autorités d'aider cette personne. none ko indongozi arizo z'incabwenge muzoja kurondera uwufise amashuri abiri ngo bari wagira ihinguriro riheze rigire akanovera gatuma tuja gushora muri Afrika y'ubuseruko nimugende mumufashe kuko nico mwigiye nico gituma leta yatanze amahera kugira ngo mwige. De la gouvernance, passons à la page éducation où les salles de classe de l'Ecofo Luzira en commune Matana de la province de Bururi ont été détruites suite à de fortes pluies qui se sont abattues sur cette commune ces derniers jours. Les élèves suivent actuellement les cours dans les enceintes de l'église Pentecôte qui leur est venue provisoirement en aide. Le point avec Balthazar Mibour. Selon notre source, les pluies diluviennes qui se sont abattues ces derniers jours dans la commune Matana ont causé plusieurs dégâts. L'exemple le plus illustratif est la toiture des salles de classe de l'école fondamentale de Luzira qui a été emportée. L'un des parents des élèves de cet établissement témoigne. Ces pluies ont emporté la toiture des classes de l'Ecofo Luzira située sur la colline de Luzira. La charpente des 10 classes s'est envolée. Les élèves n'ont plus de salles de classe. À présent, ces élèves sont obligés d'aller suivre les cours à l'église de Pentecôte qui leur a prêté quelques salles, ajoute son parent. L'église de Pentecôte possède quelques salles et elle les a prêtées à ses élèves pour qu'ils fassent des examens. Mais ces salles ne sont pas suffisantes. Les élèves sont obligés d'alterner. Les parents et les enseignants ainsi que les élèves demandent aux administratifs locaux ainsi qu'aux bienfaiteurs de leur fournir des tôles afin de réhabiliter les classes endommagées par ces pluies diluviennes. Balthazar Mibourou, il bouclons ce magazine par cette page sportive où la Fédération de football du Burundi, FFB en sigle, vient de se voir frapper d'une amende de $10 000 pour cause, la FFB n'a pas honoré les règlements imposés par la Confédération africaine de football, CAF en sigle, lors du match qui a opposé le Burundi à la Mauritanie au mois de novembre dernier à Bujumbura, des règles émises dans le cadre de la lutte et la prévention contre la Covid-19. Walter Quizera nous en dit plus. Le non-respect des exigences de la Confédération africaine de football CAF qui concerne le nombre limité de spectateurs ainsi que le respect des mesures de prévention de la Covid-19 est la cause principale de la sanction d'une amende de $10 000 américains infligée à la Fédération du football du Burundi FFB, une somme qui équivaut à peu près 30 millions de francs burundais. Dans une correspondance du 13 novembre dernier adressée à Jérémy Manirakiza, le secrétaire général de la Fédération du football au Burundi, la Confédération africaine de football avait donné l'autorisation à la FFB d'organiser le match retour entre le Burundi et la Mauritanie en présence des spectateurs comme l'avait sollicité le secrétaire général de la FFB le 9 novembre 2020. Mais la CAF avait toutefois limité le nombre de spectateurs à 50% de la capacité du stade, c'est-à-dire 5 000 personnes au lieu de 10 000 personnes que peut contenir le stade Inouari. Tout ceci dans le but de limiter la propagation de la Covid-19. Mais la Fédération du football du Burundi n'a rien respecté, que ce soit pour le nombre de spectateurs, de même que les mesures barrières de la Covid-19. Ce qui a fait que la FFB soit sanctionnée par cette amende. Vous saurez que ce genre de sanctions ont été également prises par la CAF à l'encontre d'autres pays d'Afrique, de même que pour les joueurs et leurs équipes à cause de la violation des règles de la CAF lors des récentes rencontres qui ont eu lieu dans différents pays. Les cas illustratifs est la Gambie qui a été sanctionnée par la CAF d'une amende de $100 000 américains pour avoir retardé d'accueillir l'équipe de Gabon qui est restée longtemps à l'aéroport de Gambie. Merci à toi, Walter Quizira. Et voilà, c'est sur ce reportage que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi de ce jeudi 10 décembre 2020. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations, sans oublier l'équipe technique, à savoir Lucie Kabeda et Steve Niungeko, qui étaient à la prise d'image et à la manette. À la présentation de ce magazine, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Excellente soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.